Bonjour, merci d'être venus nombreux à ce débat de venir à l'histoire. Donc, ce qu'on propose à Histoire à venir, c'est toujours de venir éclairer une question d'actualité par le biais d'un regard porté par des historiens, des anthropologues, des sociologues, des spécialistes de la question pour prendre un peu de recul. La question qui va nous préoccuper aujourd'hui, comme vous le savez sans doute si vous êtes là, mais le 4 octobre prochain aura lieu le deuxième référendum sur la question de l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Il nous était apparu important de traiter cette question, d'autant que, de manière assez singulière, on entend très peu parler, alors que c'est sans doute quelque chose de majeur, effectivement, pour la Nouvelle-Calédonie, mais pour la France aussi, dans cette possibilité de réussir enfin peut-être une sortie de la problématique coloniale. Pour ce faire, on a invité donc 3 personnes. En premier lieu, Emmanuel Casarero. Alors, Emmanuel Casarero, vous êtes donc conservateur du patrimoine. Vous êtes originaire de Nouvelle-Calédonie. Vous avez commencé comme conservateur du musée des Arts d'Afrique et d'Océanie à Paris, puis vous êtes rentré en Nouvelle-Calédonie. Vous avez été tour à tour conservateur du musée de Nouvelle-Calédonie, puis au centre Jean-Marie Tjibaou. Vous devenez ensuite président de l'Agence du développement et de la culture kanak. Vous rejoignez par la suite le Quai Branly. En 2013, vous organisez une très remarquée exposition Kanak, l'art est une parole, dont le catalogue est aujourd'hui encore une référence. Et puis, depuis cette année, vous êtes le président du musée du Quai Branly. Alors, si je fais cette nomenclature, c'est pas un hasard, c'est pas uniquement par déférence, mais c'est parce que pour moi, ça sera une question qui va venir par la suite, c'est ce cheminement dans la question des arts, des connaissances artistiques est un élément déterminant de ce qui va nous intéresser. Alban Benssa, vous êtes anthropologue, vous êtes spécialiste de la Nouvelle-Calédonie et de la culture kanak, vous êtes directeur d'études à l'EHSS, vous arrivez en Calédonie dans les années 70, vous découvrez une société kanak finalement assez loin de ce à quoi vous avez préparé vos études, et vous allez lancer une collecte de traductions, de récits kanak oraux ou écrits, à partir desquels vous allez retracer, loin des récits mythiques, une véritable dispositif de résistance à la colonisation. Vous avez vécu aux côtés des Kanaks les événements de 1980, des années 80, et votre engagement se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, et notamment Les sanglots de l'aigle pêcheur, ici, aux éditions Anacarsis, ou encore La fin de l'exotisme. Isabelle Merle, vous êtes historienne de la colonisation, spécialiste du Pacifique, donc vous êtes à la fois une des quasi seules spécialistes en France, et puis une des plus reconnues. Votre travail porte en particulier sur la Nouvelle-Calédonie, vous êtes directrice d'études au CNRS, vous travaillez à la colonisation, vous travaillez la colonisation et en particulier l'effet de celle-ci sur la longue durée. Et vous avez longuement enquêté, notamment auprès des populations de Nouvelle-Calédonie, en particulier des Caldoches, ce qu'on appelle les Caldoches, c'est-à-dire les Européens qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Vous avez écrit aussi de nombreux livres, dont le très remarqué Indigénat, sur le code de l'indigénat, dont vous allez nous parler maintenant. Puisque l'idée, c'est d'abord de présenter un petit peu ce fait colonial, cette colonisation de la Nouvelle-Calédonie et ses particularités. Alors merci beaucoup Charles pour cette présentation. Merci d'être venus si nombreux en ce samedi après-midi pluvieux sur Toulouse. Parce que c'est une des rares conférences un peu publiques. Donc on voudrait vous faire une présentation assez rapide et ouvrir rapidement un débat. Donc j'ai en charge de faire un petit rappel historique. C'est pour ça que je vous ai fait un petit PowerPoint pour quelques chiffres, quelques dates, une carte et quelques effets de l'indigénat. Alors je voudrais rappeler d'abord et avant tout que la colonisation en Nouvelle-Calédonie pèse encore très fortement, la mémoire de la colonisation pèse encore très fortement sur le pays, que c'est une colonisation qui a pris une forme extrêmement brutale dans l'échelle de brutalité de l'empire colonial français dans l'ensemble des territoires que cet empire a occupés.
Alors brutale d'abord parce qu'elle a pris des formes particulières et en tout premier lieu parce que la Calédonie, il faut le rappeler, est une colonie de peuplement, a été pensée comme une colonie de peuplement et que la logique de peuplement volontariste, soutenue pendant tout un moment par l'État est toujours en résonance aujourd'hui, d'où les enjeux contemporains de cette idée ou mémoire du peuplement à travers les questions plus particulières de gel électoral, de la question de la définition du peuple calédonien, aujourd'hui très concrètement dans le référendum, de certains qui voudraient réouvrir le corps électoral, c'est une pesanteur du passé très lourde. Alors je rappelle en 3 points, la Calédonie a été une colonie de peuplement, d'abord et avant tout parce qu'elle a été le siège d'une expérience assez inédite de bagne de peuplement, contrairement à la Guyane, où bien sûr il y a eu un bagne bien plus longtemps, mais qui a très vite perdu toute utopie de peuplement, tellement le pays était difficile pour les gens qui y étaient condamnés. Tandis qu'en Calédonie, il y a eu une idée d'un bagne qui donnerait une colonisation pénale, et l'idée s'est révélée une pratique, puisqu'il y a la fondation d'un certain nombre de villages, de centres de colonisation pénale qui ont marqué le pays, et avec un socle de peuplement, avec des gens qui ont réussi à réunir une famille ou à refaire une famille, et qui constitue une première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque la transportation, comme on disait, des condamnés a été suspendue en 1897, loin d'arrêter de peupler, ce qui aurait été possible, le gouverneur de l'époque a relancé ce qu'il a appelé la colonisation libre avec le soutien de l'État en espérant faire une petite France australe. Ça n'a pas très bien marché, mais ça a suffisamment marché pour basculer une partie du peuplement sur la côte Est et surtout engager une politique de spoliation foncière très forte pour faire de la place à un peuplement qui est plus ou moins arrivé, en tous les cas qui n'avait pas besoin de la brutalité du cantonnement eu égard aux chiffres. À partir de la guerre de 14, la question du peuplement soutenu par l'État est suspendue. On a juste un dernier flux de nordistes, comme on disait, de gens qui sont venus des territoires dévastés du nord de la France. Et dans les années 30, on assiste à une sorte de tarissement de l'immigration française, comme une Calédonie qu'on oublie, et on arrête ce genre de logique de peuplement. Il faut rappeler qu'en 1950... Là, je vous ai donné quelques chiffres des recensements. En 1950, le pays devient un territoire d'outre-mer et la population est répartie à peu près équitablement entre Kanaks et gens de souche calédonienne. C'est-à-dire ceux qu'on appelle les Caldoches, on ne les appelle pas encore Caldoches d'ailleurs, mais ceux qui sont d'implantation ancienne par leur famille. Donc on compte en 1951 au recensement 52% de Kanaks pour 31% d'Européens et à l'époque 17% de communautés autres, dont beaucoup de Vietnamiens et de Javanais qui avaient été importés comme travailleurs engagés entre les deux guerres et qui sont encore dans le territoire en 1951. Le rapport va s'inverser progressivement et surtout on assiste à une reprise de une émigration française vers la Nouvelle-Calédonie dans les années 60. D'abord, on a un reflux des populations engagées avec un départ massif des Vietnamiens qui sont sommés de revenir dans le Vietnam indépendant, qui sont appelés par le Vietnam indépendant et localement on les pousse à partir. Il y a deuxièmement le boom du nickel dans les années 60 qui accélère la venue d'une population blanche et qui est très encouragée puisque, vous le savez, ceux qui connaissent, dans les années 72, Mesmer avait demandé à faire du blanc dans ce pays. Donc vous voyez la pesanteur de cette idée de peuplement qu'il faut toujours avoir en tête, qui a fait un pays multicommunautaire avec un peuple autochtone et des communautés allogènes, dont une communauté issue très directement de cette histoire coloniale, non seulement européenne, issue de la pression coloniale, mais de colons, mais aussi les descendants de ces travailleurs importés, les quelques Vietnamiens qui sont restés, en général des catholiques, et les Javanais, qui étaient aussi des gens qui avaient été importés entre les deux guerres. Il faut noter aussi que dans les années 60 arrivent des pieds noirs qui, quittant l'Algérie contraint forcé, cherchent au fond un renouveau colonial, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets, refusant de rentrer en métropole et préférant un territoire où sa fleur
encore bon, la colonie, et il le trouve dans la Nouvelle-Calédonie des années 60. En 1983, à la veille des événements, on compte, comme répartition de la population, 37% d'Européens, 42% de Kanaks, donc qui ont baissé en proportion, et 20% d'autres. Et je voulais vous signaler le recensement tout récent de 2019, où on est actuellement à 27% d'Européens, 39% de Kanaks et 34% d'autres, ces autres étant des gens qui soit se disent appartenir à d'autres communautés, soit se disent appartenir à plusieurs communautés, donc métis, soit s'estiment, parce que c'est déclaratif, hein, les recensements, c'est vous qui décidez dans quelle case vous vous mettez, soit se disent calédoniens, ce qui est un phénomène nouveau. Il faut noter aussi que pour l'actualité, la population de la Calédonie tend à stagner. Elle a augmenté d'1% seulement depuis 2014 et qu'on enregistre aujourd'hui un solde migratoire négatif. Plus de gens qui partent qui en rentrent. Et un phénomène dont on reparlera dans le débat probablement, la province sud a tendance à attirer de la population. La province nord tend à perdre un peu d'habitants, enfin à un flux un peu négatif. Et les îles sont stables et Nouméa perd de la population au profit du Grand Nouméa, qui est les alentours de Nouméa. Alors, je voulais insister sur ces logiques de peuplement parce qu'elles pèsent lourdement sur l'avenir du pays, mais elles en fait aussi l'élément original et constitutif de ce défi qui est de construire un pays avec tous et dans un destin commun. Je voulais rappeler aussi très rapidement, les traits caractéristiques de l'emprise coloniale qui a été effectivement très brutale au XIXe siècle, au-delà de ces logiques de peuplement, et parce que ces logiques de peuplement, puisque l'idée du XIXe siècle, c'est de peupler, d'envoyer des gens pour la terre, c'était au cœur de la logique de la colonisation de l'époque, et donc cette logique de peuplement menée par l'État a engagé une politique de spoliation extrêmement violente, avec un cantonnement généralisé qui a donné la carte suivante au début du siècle, c'est-à-dire le refoulement des Kanaks dans des réserves indigènes, ce qui est un cas unique dans l'Empire français à ce point-là. On ajoute à cela le régime de l'indigénat, sur lequel nous avons travaillé avec Adrian Nuckel, mon collègue, qui a été appliqué dans l'ensemble de l'Empire, dont le creuset est algérien, mais néanmoins qui a été appliqué en Nouvelle-Calédonie dès 1887 et maintenu sans réforme notable jusqu'en 1946, ce qui est moins le cas de l'Algérie où il y a eu quelques réformes, l'Indochine aussi où il y a eu quelques réformes. Ce régime de l'indigénat, je le rappelle rapidement, il consistait à contrôler la population colonisée en appliquant des mesures répressives, coercitives ou des interdictions de toutes sortes ou des obligations de toutes sortes sur cette seule population et ceux qui étaient assimilés. En l'espèce, en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks sont soumis à l'indigénat, ainsi que les travailleurs importés pour une partie du régime de l'indigénat. Alors, ça consistait à avoir un contrôle très rapproché des populations, avec des mesures dérogatoires au droit commun, c'est-à-dire la possibilité d'exiler les gens, de les assigner à résidence, de les emprisonner sans procès et par mesure administrative. C'était aussi d'interdire les libertés de circulation. Et on en parle, enfin bon, c'est important aujourd'hui aussi, un impôt spécifique pour les Kanaks et les seuls Kanaks, l'impôt de capitation, et ainsi que toutes sortes d'obligations, l'obligation de déplacer les malades lépreux. Donc l'idée, c'était pas de faire une pédagogie de la santé publique, mais de faire une mesure coercitive de santé publique, ou de baisser la casquette quand arrivait un ordre de l'administration. Et alors, attendez, voilà. Et je voulais juste vous donner quelques exemples de ce régime de l'indigénat qui, je le rappelle, est dans tous les esprits à peser et à ségréger l'espace. Donc au fond, quand on arrive dans les années 46, au moment où ce régime est supprimé, on a un espace très ségrégé avec des gens qui résident soit dans des villages pour les non-Kanaks et soit dans des tribus pour les Kanaks, ce qu'on appelle des tribus, qui sont au fond des lieux de résidence du monde kanak, et un monde très marqué par une double logique pour ce qui est des mondes colonisés, à la fois des interdictions de toutes sortes ou des obligations de toutes sortes et une soumission très très réprimée
à l'autorité coloniale, où la prison, par exemple, dans le monde kanak, est une sorte d'expérience quotidienne, où le risque de la prison de 15 jours, 8 jours, 1 mois, c'est quelque chose que les vieux ont comme on dit là-bas, ont complètement expérimenté de façon comme une épée de Damoclès qui tombait régulièrement, mais aussi un monde d'exploitation très intense sur les Kanaks et les travailleurs engagés. Donc une sorte d'obligation de travail avec peine à l'appui si vous ne faisiez pas ce qu'il fallait, très très loin des normes du droit du travail. Et évidemment, je vous passe sur le fait que les avancées de 1936 n'ont pas eu du tout d'écho en Nouvelle-Calédonie. Donc je vais très vite. Ce monde-là se modifie, se réforme quand même en profondeur à partir de 1946, je dirais, lorsque le pays passe dans un statut de territoire d'outre-mer, lorsque l'ensemble de ces dispositifs répressifs sont absolument suspendus dans l'ensemble de l'Empire français, la 4ème République les abolit, et lorsque la citoyenneté est élargie au monde kanak avec le suffrage universel qui ne sera effectif qu'en 1957. Donc c'est long. Cela étant dit, et je passerai la parole à mes collègues qui ont vécu ça dans leur chair, que l'un et l'autre, dans son enfance ou dans son arrivée, c'est un pays qui reste extrêmement marqué par cet héritage jusque dans les années 80, avec des inégalités, d'abord des répartitions spatiales et des difficultés à faire pays ou à faire peuple, précisément, parce qu'on a les ségrégations, l'espèce d'apartheid finalement non officiel qui forgeait le pays ou qui était mis en pratique avant-guerre, évidemment, ne s'éteint pas après-guerre, et avec un maintien très fort des inégalités sociales, économiques et culturelles. Je rappelle que la population kanak a été particulièrement maltraitée, ou surtout placée très bas dans l'échelle des civilisations par les idéologues de l'Empire français. Voilà, je passe la parole à mes... Oui, donc du coup, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est véritablement la question de ces réserves, la question des territoires, la question du foncier. Et Alban, je pense que là-dessus, ton travail a été extrêmement important sur cette relation finalement entre le sol et puis les écrits que tu as pu collecter. Oui. Alors, merci beaucoup pour cette invitation et cette organisation de la seule rencontre préélectorale en France précédant le référendum de Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est à Toulouse que ça a lieu cet après-midi. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres débats organisés pour l'instant. Il nous reste une semaine. Et donc, merci beaucoup d'avoir l'idée d'organiser cette rencontre. Et je voulais axer mon intervention sur deux points. D'une part, à la suite de ce que vient d'exposer Isabelle Merle, c'est-à-dire ce poids de l'héritage colonial en marquant les principales étapes, je voulais évoquer effectivement ces événements qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie et grâce auxquels ou par lesquels nous sommes là aujourd'hui, les uns et les autres, très certainement. Donc, en résumé, vous avez compris, l'empire colonial français s'est constitué après que le capitaine Cook ait été découvert par les Kanaks sur les côtes de la Nouvelle-Calédonie en 1774, et que donc les Mélanésiens et les Océaniens, pour leur part, avaient peuplé la région en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie depuis environ 3000 ans avant aujourd'hui. Voilà. Donc, à partir de là, le développement d'une politique de colonisation de peuplement a, dès le premier jour, pas au jour de Cook, mais dans les décennies suivantes, a eu comme ligne directrice de repousser les Océaniens locaux, qu'on a appelés après Kanak, en gros de leur chipper le pays. Si on veut aller vite, c'était de s'installer à leur place en leur concédant des places de plus en plus réduites, au terme de
25 ans d'affrontements réguliers, presque une révolte par an qui a culminé dans la révolte de 1878, l'insurrection de 1878, autour du chef Ataï. Donc une colonisation violente, il s'appelle la rappeler, assez longue, qui, de la prise de possession de 1853 à, en gros, à 1917, n'a cessé de s'affronter à une résistance des populations kanaks qui ont pris de plein fouet, évidemment, cette colonisation, énormément, une chute démographique, on note d'ailleurs dans tout le Pacifique, terrible, les maladies, les guerres perdues, le désespoir. Les Nards insistaient beaucoup sur le nombre de suicides très important, les gens ne trouvant plus aucune issue pour pouvoir continuer à vivre comme ils l'entendaient, et une profonde incompréhension, Isabelle le rappelait à l'instant, mécompréhension complète, enfin, de ce monde océanien qui a été classé parmi les populations sous domination coloniale française comme la moins à prendre en considération. Voilà, elle faisait même rire, elle continue même à faire rire. On le subit encore aujourd'hui. Le monde kanak a du mal à être pris au sérieux. Et donc il a fallu attendre une longue période, à force de ne pas être pris au sérieux, d'être renvoyé de statut en statut, où à chaque fois non seulement se pérennisait la présence française, mais elle s'augmentait, elle s'alourdissait, en refusant toute forme de modalités même locales d'organisation, puisqu'en 1958, l'Union calédonienne, qui unissait dans le mouvement dans lequel se trouvaient à la fois des Kanaks et des Calédoniens issus du bagne ou issus de la colonisation libre, étaient ensemble et avaient gagné les élections, obtenu sur le thème d'une large autonomie, l'Assemblée territoriale de l'époque, l'équivalent de notre Assemblée nationale, si vous voulez, a été investie, a été victime d'un putsch en 1958, en juin 1958. Et à ce moment-là, l'État français a laissé faire ce putsch, et d'autre part, il y a eu une reprise en main très sévère des richesses de la Nouvelle-Calédonie, une restriction complète de ses capacités de développement autonome. On ne parlait même pas d'indépendance. Et c'est encore une occasion qui a été refusée à tous les Calédoniens qui espéraient autre chose, de pouvoir s'émanciper de la tutelle française. Et cette situation a perduré, je ne vais pas retracer tous les épisodes, jusqu'à ce que les Kanaks comprennent, déçus certainement en 1981 par l'espoir d'un accès progressif à des discussions pouvant conduire à l'indépendance ou à une certaine émancipation. C'était un espoir qu'avait laissé fleurir ou penser Mitterrand. Et après l'élection de François Mitterrand en 81, eh bien, ils se sont trouvés déçus parce qu'aucune nouvelle place ne leur avait été faite. Le dispositif ancien était en gros perpétué sans grand changement, malgré des demandes incessantes de transformation. La seule riposte qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie, c'est l'assassinat je crois que c'était le 19 septembre 1981, c'est-à-dire le jour de l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée nationale, où Badinter a fait voter l'abolition de la peine de mort. Ce jour-là, Pierre Declercq, qui était un Européen enseignant de l'enseignement catholique et qui était secrétaire général de l'Union calédonienne, a été assassiné, sans qu'évidemment on ne retrouve jamais le coupable. Tout ça, bon, voilà. Donc les événements, ce qu'on a appelé les événements, se sont déployés quand aucune issue ne semblait plus possible. Et je me souviens très bien des premiers meetings qui se sont tenus à Paris. Au bout de 15 jours de situations insurrectionnelles qui étaient sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les gens du Front national de libération kanak socialiste qui sont venus et qu'on a reçus dans des meetings, etc., nous disaient « Nous sommes très fatigués, on en a marre.
on voudrait que ça s'arrête rapidement, qu'on nous écoute et qu'on passe tout de suite à des discussions. Et on n'était même pas en 85, les événements ont éclaté le 18 novembre 84. Donc il y avait vraiment, je pense que les nationalistes kanaks sont rentrés dans ces événements à reculons, à contre-cœur. Ils ne voyaient plus aucune issue, et dans un congrès célèbre à Tours en octobre 84, ils ont annoncé qu'ils allaient mourir, que maintenant c'était terminé, qu'ils allaient passer à autre chose. La France a été prévenue, les renseignements généraux ont fait des notes, et on leur a répondu, mais non, c'est des cultivateurs d'ignames paisibles, rien. Bon. Donc ces événements, je ne veux pas les retracer très en détail, ce serait trop long, mais montrer qu'ils ont été, pour la première fois, au terme de violence, les Kanaks ont réussi à prendre pied dans le champ politique national et international. Alors il a fallu pour ça que beaucoup de gens disparaissent. Yengen, le 4 décembre 84, où 10 membres de la tribu de Jean-Marie Tshimbaou sont assassinés. L'exécution d'Éloi Machereau le 12 janvier 85, le procès de 1987 de l'assassinat de décembre 84, des assassinats où les présumés assassins ont été acquittés, puis l'affaire d'Ouvéa en avril 1988, alors que des possibilités de solutions négociées pouvaient être trouvées. Le refus total du gouvernement Jacques Chirac de l'époque et surtout de son secrétaire d'État à l'Outre-mer Bernard Pons ont empêché tout accord, d'autant qu'on était aussi, personne n'est blanc ou noir dans cette histoire, on était aussi, comme vous le rappelez peut-être, entre les deux tours des élections présidentielles. Donc la Nouvelle-Calédonie est devenue un enjeu aussi politique français. Au terme de toute cette période, qu'est-ce que les Kanaks attendaient? Ils attendaient des choses assez simples. Des adductions d'eau, des routes, des systèmes sanitaires, visites médicales, etc. Ils attendaient une certaine considération aussi pour leur culture, on va en reparler, pour leur civilisation, et ils attendaient une rétrocession d'une partie des terres dont ils avaient été spoliés tout au fil de la colonisation. Donc en gros, on pourrait dire d'une certaine manière, ils ne demandaient pas grand-chose, mais ils avaient été obligés de se lancer dans ce projet d'indépendance, se disant la seule solution pour nous, c'est de gérer nos propres affaires, puisque vous êtes incapables de nous traiter même comme un citoyen français de base, comme vous le faites en métropole. Donc, ces événements tragiques, violents, difficiles, pénibles, qui ont duré 4 ans, donc de 1984 à 1988, et dont on peut dater la fin par la mort de Jean-Marie Tshimbaou et Diéguéné Yéwéné le 4 mai 1989. Ces événements sont venus empoisonner en quelque sorte la vie politique française, à tel point que Mitterrand, ne sachant plus que faire, lorsqu'il a nommé Michel Rocard, il lui a redonné le dossier, et Michel Rocard a réussi à renouer le dialogue entre les populations, ou du moins à faire en sorte que des leaders importants, comme Jean-Marie Tshimbaou d'un côté, Jacques Lafleur de l'autre, qui était membre du RPCR, du Rassemblement pour la République dans la France, enfin, le parti de la droite locale, qui était tout à fait anti-indépendantiste, il a réussi, avec une mission du dialogue dans laquelle il a fait parler la société civile, les instances religieuses, judiciaires, coutumières, etc. Ils arrivent à faire en sorte qu'un accord, qu'une poignée de main célèbre en juin 88 soit scelle un accord pour
ce qu'il a appelé un rééquilibrage de la Nouvelle-Calédonie, un rééquilibrage, c'est-à-dire, Fabius l'avait dit, nous avons fait trop tard et trop peu. Et donc, il a voulu rattraper le temps perdu. Et pour ça, il fallait qu'il y ait un accord minimum. Et deux personnes courageuses, Tjibaou et Lafleur, ont compris qu'il n'y avait pas d'issue sans une solution négociée. Et ça a été une grande première dans l'histoire coloniale française, puisque ces choses-là, cet accord-là, n'avait pas du tout été possible au moment de la guerre d'Algérie, même s'il y a eu tout un ensemble de tentatives, mais les fils du dialogue n'avaient jamais pu se nouer. Donc en 88, des décisions très importantes sont prises, outre ce rééquilibrage économique global, c'est surtout de dégager pour les indépendantistes, à grande majorité kanak, mais pas seulement d'ailleurs, de dégager des espaces dans lesquels ils puissent administrer le pays. Donc faire un nouveau découpage de la Nouvelle-Calédonie, un découpage de la Nouvelle-Calédonie, province nord, province des îles, province sud à majorité européenne et assimilée non indépendantiste, province nord à majorité indépendantiste, province des îles à majorité indépendantiste, de faire élire dans l'administration de ces provinces des équipes responsables, de les doter de crédits conséquents et de favoriser un développement économique qui n'avait jamais eu lieu. Alors, juste un bref témoignage, moi je suis arrivé en Calédonie en 73, donc de 73 à 88, j'ai continué à y aller régulièrement, mais quand je suis arrivé en 73, évidemment, comme le rappelait Charles-Henri, j'étais très, très surpris, parce que moi j'étais dans une sorte d'ethnologie primitiviste largement entretenue par l'enseignement français, et je suis arrivé avec des maisons en tôle, un alcoolisme très élevé, des pistes. Alors vous aviez une route qui conduisait chez le colon qui était bitumée, et puis une méchante piste pleine de caillasses et de poussière qui conduisait à la tribu, où là les gens vivotaient et étaient... tous les Kanaks étaient tutoyés par les Européens, ils étaient considérés d'une façon absolument honteuse, si vous voulez, et donc, à partir de 88 et jusqu'à maintenant, cette politique de rééquilibrage n'a fait que rétablir en quelque sorte quelque chose qui peut devenir normal ou tendre vers la normalité. Les provinces administrées par les Kanaks, et en particulier la province nord, a joué en plus un double coup, celui de 88, puis celui de 98, ou plutôt de 96, lorsque les Kanaks demandent à l'État français une aide pour obtenir un massif de nickel, pour se lancer dans l'exploitation du nickel, pour construire une usine de retraitement du nickel qui n'existait pas en Calédonie. Avant, on faisait raffiner le nickel au Havre. Et donc, des points ont été marqués. Alors, on aura certainement dans la discussion, on va aborder ces sujets, puisqu'il était prévu dans l'accord de Nouméa de 1998, dont le préambule figure dans la Constitution française, et qui est un texte important, récemment republié par Edwy Plenel et Joseph Confavreux dans un livre, parce que ce préambule à l'accord de Nouméa est une reconnaissance officielle des torts faits aux populations indigènes, donc aux Kanaks, par la colonisation française, tout en disant que la colonisation française avait aussi apporté, je sais pas, la technologie, et qu'elle n'était peut-être pas toujours complètement négative ou à rejeter. Bon. Donc ce préambule a été historiquement très important. D'ailleurs, je me souviens que Plenel m'avait immédiatement téléphoné en me disant « c'est génial, il y a eu ce préambule, il faut qu'on le commente ». On avait participé à une émission ensemble autour de ça. Toujours est-il que dans l'accord de Nouméa, il a été prévu aussi une sortie de la situation, parce qu'on pouvait 88, 98, ça fait 10 ans, 98, 2018, ça fait 20 ans. L'accord de Nouméa était prévu pour 20 ans. Donc pour sortir de cette situation, le législateur, les négociateurs ont imaginé la possibilité, ont imaginé
la mise en place de référendums. Nous y sommes. Il y a eu le premier référendum en 2018, donc 20 ans après, le deuxième en 2020, et il pourrait y en avoir un troisième en 2022. Et si à chaque fois le non à l'indépendance l'emporte. Donc les législateurs français, calédoniens, parce que ça a été aussi signé à l'époque par Jacques Lafleur, etc., ont imaginé une sortie de crise, une sortie du statut calédonien qui est des statuts antérieurs, par la construction d'un pays. Et ils ont appelé à la création d'une nouvelle citoyenneté, d'une citoyenneté calédonienne, en espérant qu'avec toutes ces opérations de développement, de reconnaissance, de formation, il y a eu tout un tas d'opérations de formation universitaire. Justement, Alban, du coup, l'idée, c'est-à-dire que, en fait, de 88, accord de Matignon, 98, accord de Nouméa, il y a une véritable transformation avec une prise en main par les Kanaks, quand même, parce que ça, j'ai un extrêmement important évidemment de leur destin, mais aussi comment on pourrait dire, aussi finalement une prise en compte de leur histoire et une construction politique, véritablement politique, avec une réflexion sur ce qu'ils veulent faire de leur pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit évoluer, qui va évoluer de 88 finalement jusqu'à aujourd'hui. Et c'est Emmanuel, c'était un peu de ça dont je voulais que vous parliez, c'est-à-dire que vous avez 24 ans au début des événements, et il y a une transformation complètement radicale de la Nouvelle-Calédonie, je crois, depuis fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette transformation-là? Parce que votre parcours, tout à l'heure, on parlait de l'importance des travaux que vous avez menés, et notamment, Alban, sur tout ce que tu as pu, de cette mémoire kanak que tu as collectée, mais on s'aperçoit véritablement que cette mémoire-là, elle est une mémoire pour inscrire son passé, ses luttes, dans Ce qu'on peut dire juste d'une phrase, c'est que ce mouvement d'émancipation, comme ça, n'a cessé de s'appuyer ou d'avoir comme écho réflexif et même institutionnel constant la civilisation kanak à reconnaître, à prendre en considération. Et ça a été une difficulté des mouvements politiques qui ont voulu soutenir l'émancipation kanak en France de comprendre cette dimension, disons, culturelle du mouvement qui a été une constante aussi du discours de Jean-Marie Tshimbaou depuis sa demande d'un festival d'art mélanésien qui s'appelait Mélanésia 2000 en 1975, jusqu'à la constitution du centre culturel qui porte maintenant son nom. Et ça, c'est très intéressant. Et je pense que de ce point de vue-là, Emmanuel Casarero est, dans son parcours, est le porteur concret de cette originalité du mouvement nationaliste kanak. Merci Alban. Oui, moi, ma présence ce soir, cet après-midi, parmi vous, c'est de témoigner un peu cette histoire de la Calédonie, qui est une histoire douloureuse par certains aspects, avec une mémoire qui est très longue. Tu évoquais tout à l'heure comment on allait aux tribus quand on était dans les années 70. Moi, la tribu de mon père, quand on y allait dans les années 70, on laissait la voiture au bord de la route. On traversait les terres qui avaient été les nôtres et sur lesquelles il y avait des vaches qui appartenaient aux colons. Ensuite, on portait les paquets au bord de la rivière, on sifflait, et puis la famille venait en face avec les radeaux pour venir chercher. C'était la route pour aller à la tribu, il n'y avait pas de route. Ça, c'était les années 70, en fait. Jusqu'à ce qu'il y ait les premières redistributions de terres, et on a pu passer la rivière et revenir de l'autre côté. Bon, c'est juste ça pour évoquer que, je suis peut-être vieux pour beaucoup d'entre vous, mais c'est pas si vieux que ça, en fait.
et que ces mémoires, eh ben, elles nous sont racontées aussi. Et quand on se promène le long de la rivière, c'est la rivière de la Wailou. Les vieux, ils nous racontent que ça c'était à nous, ça c'était à nous, ça c'est le bagnon d'un tel, ça c'est le bagnon d'un tel. Et toute cette géographie de ce pays qui nous appartenait, en fait, c'est possédé par d'autres. On n'a plus le droit d'y passer. On ne peut plus pêcher à la rivière parce que le colon de l'époque, il tirait sur les gens. On ne peut plus pêcher. On est dans un autre pays. On est chez nous, mais on n'est plus chez nous. On est chez nous, mais on est en prison. C'est pas pour émouvoir, c'est juste pour dire que ces paroles, quand elles sont rappelées ici, ça me touche parce que c'est vrai que c'est des histoires que j'ai vues, quoi. Bon, c'est vrai que moi, en 84, j'étais à l'armée quand il y a eu les événements. Je faisais mon service militaire parce que j'étais au bout de mon sursis et j'étais militaire. Et en 85, quand je suis sorti de l'armée, je me suis dit qu'il fallait que je rentre en Calédonie à tout prix parce que c'est là dont on avait besoin de moi, parce qu'il y avait eu ce qu'on appelle pudiquement enfin, on rentrait dans ce qu'on a appelé pudiquement les événements, qui a commencé en fin 88. Moi, j'ai été nommé conservateur, donc je faisais des études d'histoire et de préhistoire, et j'avais fait une spécialité pour les musées, parce qu'à l'époque, il y avait eu aussi cette velléité d'avoir des cadres kanaks qui existaient déjà dans les années 78, 80. Il y avait eu la promotion mélanésienne. Et c'était Franck Waouzou, c'était Jacques Yekawe, qui avait déjà commencé à repérer un peu les gens et puis de dire peut-être que lui il pourrait aller là, peut-être que lui il pourrait aller là. Et donc on m'avait dit de la préhistoire en Calédonie, il n'y en a pas, mais par contre on a un musée, et ça serait peut-être bien de reprendre en main ce musée. C'est comme ça que je suis arrivé en 85, j'étais nommé conservateur du musée de Nouméa. En 1985, en juillet, c'était donc 6 mois après l'assassinat de Machoro à la ferme de la Pellerie à la fois. C'était un pays que je reconnaissais plus, c'était un pays qui était en guerre, c'est un pays où on voyait qu'il allait verser dans quelque chose d'autre. C'est un pays où il y avait beaucoup de haine en fait qui se manifestait. On savait que c'était là, mais c'était en dessous, ça couvait. Et puis là, tout à coup, les choses apparaissaient. Moi, j'ai toujours pensé, le festival Mélanésia 2000, comme tu l'évoquais tout à l'heure, et les paroles de Chibaou, moi, j'ai toujours pensé que c'était ça le chemin à suivre. C'est pour reconstruire le pays, il faut partir de la culture. La culture, elle est centrale, parce que la culture, c'est pas... Jean-Marie Chibaou nous avait réalisé en fait que notre culture, c'est pas une culture de la préhistoire. C'est une culture en fait qui porte en elle toute une richesse qui peut être traduite dans le monde contemporain en éléments, en ferments pour construire. Et donc je me suis lancé à corps là-dedans et avec tout mon esprit, parce que ce musée, c'était un musée colonial fondé en 1863. C'est l'année où se fondent les deux premiers musées coloniaux dans l'Empire colonial. C'est celui de Nouméa en 63 et celui de Saint-Louis du Sénégal par Faidherbe en 63. Donc c'est dire que c'est un mouvement particulier. Et donc quand j'étais nommé, en fait, j'étais le premier conservateur avec une origine kanak. Moi, je suis kanak par mon père, la vallée de Wailou, puis je suis parisien par ma mère, qui est natif de Neuilly-sur-Seine. Vous voyez, c'est des univers très différents qui se sont rencontrés. Et donc, dans cet entroubler, malgré tout, l'importance du travail sur la culture m'a toujours semblé fondamentale. Et les premiers, ce que j'ai fait au musée pendant près de 10 ans, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des visiteurs kanaks dans ce musée. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens passaient devant le musée, mais on n'y entrait pas. C'est d'essayer de comprendre en quoi ce patrimoine pouvait avoir une signification pour les gens d'aujourd'hui, les gens vivants aujourd'hui, et puis de changer peut-être le type de visiteurs qui pouvaient venir au musée, c'est-à-dire changer le type de cible vers lequel on oriente la présentation culturelle d'un musée. C'était aussi aller demander la parole aux vieux, parce que la Calédonie, c'est ça qui est fantastique, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule culture, on dit les Kanaks, il y a 28 langues, il y a 330 tribus. On a chacun notre façon de voir les choses, on a chacun nos montagnes d'origine, et on a chacun les trous dans lesquels on va plonger quand on est mort. Il y a une entrée des pays des morts qui est pour chaque pays. On est à la fois un, mais on est divers. On se pense comme un,
mais on respecte aussi la diversité et la différence. Pour moi, c'est un des grands enseignements en fait de la culture kanak. C'est de savoir être un tout en étant divers. C'est ce qu'on a pensé aussi, peut-être que c'est ce que Jean-Marie pensait aussi, Jean-Marie Tjibaou pensait. C'est peut-être que ça, c'est une des choses qui peut aider de construire aussi un monde d'aujourd'hui qui a fait venir sur nos côtes des gens venus de partout. Donc on a travaillé sur le musée. Moi, j'ai fait j'ai passé beaucoup de temps à aller visiter sur les 330 tribus. Je crois que j'en ai fait près de 300. L'idée, c'était de respecter cette parole, de respecter cette diversité, et d'aller voir comment les vieux voulaient qu'on parle de ça. Comment on présente, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait en sorte pour que celui qui débarque et qui ne connaît pas les Kanaks ait quand même des éléments de compréhension d'une culture qui est si diverse, et en même temps faire en sorte qu'on puisse respecter ces singularités. Avec les accords de Matignon, c'était comme une sorte d'ouverture. C'est comme si les choses tout à coup devenaient réalité après ces sombres années qu'on a évoquées, 84 et les attaques de toute cette période qui a culminé avec UVA, etc. Les accords de Matignon, ça a été comme une parenthèse, une ouverture d'une voie nouvelle avec de la lumière, avec un horizon qui se dégageait, avec un horizon qui était possible pour plusieurs, pas simplement pour les Kanaks, mais aussi pour tous ceux qui habitent le pays et qui croient dans ce pays et qui ont leurs racines là-bas. C'est tout le sens, je pense, de cette construction qui s'est faite dans ces années 80. Je pense à Naville-les-Roches, à cette réunion de 83, où il y a eu une réunion à Naville-les-Roches de toutes les forces politiques de la Calédonie, et où les Kanaks ont accepté finalement de prendre en compte aussi ceux qui sont sur leur pays. C'est-à-dire de dire on va construire un pays, mais avec vous. On les a appelés les victimes de l'histoire. Ceux qui sont venus, bon gré mal gré, dans ce pays, et puis qui sont liés à ce pays. Et puis le coup de tonnerre qui a suivi, ça a été évidemment l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou. Beaucoup de gens pensent que le centre culturel Tjibaou, il est né des accords de Matignon, mais non, il n'existe pas dans les accords de Matignon. Il est né parce que Jean-Marie Tjibaou a laissé sa vie pour ces accords. Il est né parce que Michel Rocard, qui était Premier ministre, a proposé au président Mitterrand que ce qui était prévu dans les accords, c'est-à-dire de construire un local pour l'agence de développement de la culture kanak qui venait d'être créée avec les accords de 88, Michel Rocard a proposé qu'on en fasse un centre culturel et qui porterait le nom de Tjibaou. Et c'est ce nouveau chantier en fait dans lequel moi je me suis aussi beaucoup impliqué. J'étais au musée à l'époque. Je travaillais dans le musée qui dépendait essentiellement des préfets en fait, de l'administration locale, mais qui était c'est le haut-commissaire qui gérait tout ça à l'époque. Et puis l'agence de développement de la culture kanak, elle avait été créée, mais elle dépendait de l'État. Parce qu'il y avait eu des offices culturels, autrefois kanak, qui dépendaient du gouvernement local. Et à chaque fois, on leur avait tordu le cou d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des changements de majorité localement, on changeait la direction. C'est-à-dire que c'était plus kanak, ça devenait océanien. On cherchait plus à valoriser le patrimoine kanak, mais il fallait valoriser tout le monde et noyer d'une certaine manière les kanaks dans quelque chose de plus large. Alors qu'il y avait besoin de cette reconnaissance, il y avait besoin de faire ce travail sur soi-même, et il y avait besoin de faire ce travail pour montrer aussi que toute cette richesse culturelle était à partager. Et donc ce centre culturel, ça a été comme là aussi comme une nouvelle voie. Une nouvelle voie où il s'agissait de montrer la pertinence de faire de la culture kanak le centre, en fait, de la culture de référence dans notre pays. Parce que ce pays, il est avant tout kanak. Et il reste kanak. Après, il y a d'autres gens qui sont arrivés. Et aujourd'hui, depuis Naville-les-Roches, l'idée, c'est de le partager. Mais malgré tout, son âme, son histoire la plus profonde, tu as rappelé 3000 ans d'histoire, c'est une âme kanak. Et il faut le reconnaître. Et c'est bien dans cette idée-là, en fait, que moi, j'ai essayé de travailler pour promouvoir
Et je remercie aussi, j'en profite aujourd'hui devant vous pour dire que je remercie aussi Marie-Claude Chibaou et Octave Tonia, qui dirigeaient l'agence de développement de la culture kanak à l'époque. Quand je suis venu les voir, je leur ai dit j'aimerais bien aussi vous aider à travailler. Et Octave, que je connaissais depuis un moment, parce que forcément on faisait des choses ensemble, et il m'a dit j'attendais que tu viennes. Ça a été une très belle aventure. L'idée, c'était à la fois affirmer une culture, mais ne pas la réformer sur elle-même. Affirmer un pays, affirmer une histoire, mais ne pas exclure les autres. C'était l'idée qu'il y avait derrière ce centre et qui continue à être une idée très riche. Cette idée, on ne l'a pas inventée, on a juste suivi ce qui avait été, la ligne qui avait été tracée, le chemin qui avait été tracé par Jean-Marie Chibaou. Et d'ailleurs, dans ce centre, on a fait, qui a ouvert en 98, on a fait appel aussi à des écrivains calédoniens. Le spectacle d'ouverture du centre, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais s'appelait le Santé Kaawenya. C'était Nicolas Kurtovitch qui l'avait écrit. Et il y avait des comédiens qui étaient à la fois kanak et calédoniens. L'idée, c'était de construire un pays nouveau, sans balayer le passé, que la mémoire soit toujours présente, mais de construire ce pays nouveau. Et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis. Il n'y a pas qu'avec les Calédoniens qu'on a essayé de faire des choses. Quand on a fait les 10 ans du centre, on a invité les différentes communautés. Ça a été un long travail à faire. Longue communauté, les Calédoniens, les Wallisiens, les Futuniens, les Javanais, les Indonésiens, les Tahitiens, les Vanuatais. Tout un ensemble comme ça de communautés qui, suite à l'affirmation kanak de leur culture, s'étaient aussi posé la question de qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans ce pays, quelle est notre place dans ce pays, qu'est-ce qu'on apporte, quelle est notre légitimité. Et on a organisé donc des réunions, de nombreuses réunions avec ces communautés, pour dire qu'on a quelque chose à faire tous ensemble. Et dans ce centre Chibaou, qui porte quand même le nom de Chibaou, dans l'espace coutumier qui s'appelle l'espace Mwaka, où sont rassemblées toutes les 8 aires coutumières, selon un ordre particulier aussi, un protocole qui permet de donner à chacun sa place et puis d'affirmer qu'on est à la fois dans la terre du Sud, mais qu'on est tous, on fait un une fois qu'on est là. On a invité les autres communautés à venir planter aussi chacune son arbre. Et si vous allez au centre Chibaou, vous allez voir les arbres qui ont été plantés par les Calédoniens, par les uns et les autres. C'était important pour nous parce que ça donnait du sens à cette action. Et ça mettait toujours au cœur, je pense que pour moi c'est ce que j'ai retenu de la pensée de Chibaou, ça met toujours au cœur la culture. La culture, c'est pas ce qu'on met une fois qu'on a réglé l'économie, le social, etc. La culture, ça vient avant. Et c'est par la culture qu'on fait du social, qu'on fait de l'économique, qu'on fait du développement. Mais il faut d'abord poser la culture. Et ce travail, on a essayé de le faire aussi avec les communautés wallisiennes. En 2010, on a organisé une exposition qui s'appelait Tavaka. Tavaka, c'est une exposition wallisienne. Qui veut dire allez, on y va, on rentre dans la pirogue, on part à l'aventure. C'était une idée qu'ils ont choisie eux-mêmes. Moi, je voulais qu'ils fassent part, que le centre culturel les accueille. Et c'était pas facile parce qu'à l'époque, il y avait des tensions assez fortes entre Kanak et Wallisiens. Et on a réussi à faire cette exposition pour montrer qu'il y a les hommes de la terre, c'est les Kanak, mais il y a aussi les hommes de la pirogue. Il y a les hommes du bagnan, de l'arbre, et puis il y a les hommes de la pirogue, du bois qui bouge, du bois qui voyage dans le Pacifique. Et tout ça, c'est finalement des gens qui doivent se rencontrer quelque part. Ça a été une très belle c'était très émouvant. Et on a réussi à faire signer même un protocole entre les chefferies kanak et puis les chefferies wallisiennes. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Mais l'idée, c'était quand même qu'avec la culture, parce qu'être kanak et être wallisien, c'est finalement pas si différent de ça. Hein. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent l'arbre et d'autres qui préfèrent la pirogue, d'autres qui préfèrent le voyage et d'autres qui préfèrent planter au pied de l'arbre. Mais le fondement, il est quand même océanien. On a des choses à se dire, on a des choses à partager.
Même si, et on a dû régler des tas de questions protocolaires, pour les Wallisiens, être debout pour faire la coutume, c'est un scandale. Pour être kanak, être assis pour faire la coutume, c'est un scandale. Donc il a fallu qu'on trouve aussi des modalités. Mais c'est pour vous dire que, voilà, c'est juste partager avec vous cette idée que, pour moi, la culture, pendant 30 ans, ça a été quelque chose qui a permis de rassembler les gens, de faire en sorte de mettre ensemble. Chacun garde sa part d'intimité dans sa culture. Mais il y a des choses qu'on peut mettre en partage. Et pour moi, c'est vraiment l'idée qui a été lancée par Chibaou dans les années en 1975 et qui a permis ce travail. Et aujourd'hui, je m'interroge de savoir si, dans cette configuration nouvelle où on est-ce que la culture, elle a toujours cette place? J'aimerais le croire. Merci. On a fait un petit peu, on a essayé de balayer de manière rapide un petit peu ces 3000 ans d'histoire et puis cette histoire de la colonisation. Emmanuel, vous nous avez rappelé qu'avait été finalement la dynamique depuis les années 80 de cette tentative de construction d'un monde commun. Et finalement, il va y avoir là le deuxième référendum. Et on a l'impression que même quand il va y avoir un troisième, et quel que soit le résultat du deuxième et du troisième, et si on est dans ces mêmes... on est sur un non, ça ne changera rien. La dynamique, elle est lancée. Qu'est-ce qu'on peut imaginer maintenant, puisque un certain nombre d'institutions, un certain nombre d'institutions existent, mais elles vont être caduques avec la fin du processus. Qu'est-ce qu'on peut imaginer maintenant pour que les choses continuent à avancer vers, je crois que c'est Paul Naoudine qui rappelait que de toute manière, l'indépendance, elle est inscrite dans les accords de Nouméa. C'est pas. Alors après on va passer la parole au public parce que je pense que c'est important aussi. Il y a des gens qui ont des choses à dire et qui participent pour participer à cette discussion. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout d'un processus que vous avez rappelé. Et là il y a le référendum. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Non, mais ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il y a effectivement un premier référendum, 2018, là, on en a un autre la semaine prochaine, il peut y en avoir un troisième. Cette nouvelle situation, surtout depuis 2018, où les partisans du oui à l'indépendance ont fait un score qui ne leur avait pas été prédit, puisqu'ils ont atteint presque 44%, alors que des sondages totalement bidons qui avaient été faits n'importe comment, et de bonne foi en plus. Les gars qui ont fait les sondages, ils savaient pas faire ils téléphonaient dans les tribus pour demandant pour qui vous allez voter. Ce qui est vraiment, même en France, on fait pas comme ça. Donc, donc les Kanaks, les indépendantistes, ont fait un score de 44% et à presque 43,7 et les autres 56, je ne sais plus combien, bon voilà, pour que ça tombe juste. Et ce qui a fait émerger une nouvelle question, nom d'un chien, mais si on arrive à l'indépendance, on fait quoi? Et cette question, je ne suis même pas sûr que les législateurs, enfin ceux qui avaient fabriqué l'accord de Nouméa, en avaient parfaitement conscience. Parce qu'un référendum, c'est quand même une conception très particulière des affaires publiques et nationales. Il y a une majorité qui se dégage, on se plie à cette majorité et basta. Alors ça peut marcher sur des petits problèmes, mais dans une situation coloniale, on s'aperçoit aujourd'hui que ça ne résout absolument rien. C'est-à-dire, puisque la nation n'est pas constituée, le peuple n'est pas constitué. Donc il y a deux points de vue qui cohabitent sans qu'il y ait une véritable solution qui émerge pour qu'un vivre ensemble, comme on dit maintenant, puisse être efficace. Donc on est dans une situation particulière qui entraîne d'ailleurs, alors c'est lié aussi à la situation française actuelle, un désengagement. L'État, là, on ne dit plus rien. Ou alors il rappelle simplement qu'en gros, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas d'indépendance.
voilà, mais à mots couverts. Et puis, disant, bon, ben voilà, il y aura un référendum, que le meilleur gagne, et puis après... mais évidemment, en Nouvelle-Calédonie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un processus qui est lancé. Ce que rappelait Néautine dans son article d'hier ou avant-hier dans Le Monde, c'est que l'accord de Nouméa, c'est un processus qui doit aboutir à quelque chose comme une indépendance concertée entre les différentes parties qui n'étaient pas d'accord entre elles au départ. Et c'est là où on est un petit peu sans voix, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui peut se passer. On sait simplement que l'accord de Nouméa, il va courir encore. D'abord, il y a une possibilité d'un troisième référendum. À mon avis, il y aura certainement un troisième référendum. Et que l'accord de Nouméa, il se prolonge jusqu'à la fin de la mandature des dernières élections provinciales qui ont eu lieu cette année. Donc ça va nous amener jusqu'en 2026. En 2026, les structures provinciales avec leurs élus, leurs électeurs, etc., auront épuisé l'accord de Nouméa. Alors soit on reprend la même chose, mais a priori, après 2026, c'est le grand saut dans l'inconnu. Il n'y a plus d'institutions pérennes, validées pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc, ce qui va se passer maintenant est extrêmement, à la fois peut-être prometteur, mais surtout inquiétant. Et moi, j'ai le sentiment, pour l'avoir vécu au moment des événements, enfin, de me retrouver exactement dans la même situation. C'est-à-dire que 30 ans plus tard, je commence à avoir peur de ce qui peut se passer en Nouvelle-Calédonie, parce que je ne vois pas d'issue. Et que le référendum tranche une situation sur le papier, mais il ne tranche rien sur le plan social. Dans cette terre océanique, des exemples quand même de transition comme ça, il y en a eu, Isabelle. Qu'est-ce que tu penses de cette question ? Il me semble que je nuancerais un peu, c'est-à-dire que d'abord, je ne sais pas si l'indépendance, on peut dire que c'est inscrit dans l'accord de Nouméa. Du moins, pour la droite calédonienne, ça n'est pas du tout le cas. Il y a une alternative, on reste dans la France ou on quitte la France. Mais il y a des gens qui sont pour rester dans la France. Je pense pas, et à lire les programmes des uns et des autres, alors selon ce qu'on défend, évidemment, il y en a qui vont brandir la peur et dire on va sur Mars, quoi. Si le lendemain du oui, c'est Mars. Mais quand vous lisez le programme indépendantiste, c'est soigneusement balisé, avec une transition accompagnée. Il y a une option d'une souveraineté en partenariat, donc d'une indépendance en partenariat. C'est une option. Tout le monde n'est pas d'accord sur cette option, mais enfin, c'est une option forte. On attendrait de l'État français qu'il accompagne quelque chose. On est un peu, s'il y a un vide aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'il faut rappeler quand même avec justesse que depuis 2011, il y a eu beaucoup de rencontres, de tentatives pour élaborer des rencontres auxquelles tous les partenaires n'ont pas participé. Par exemple, les loyalistes ont été... Donc les loyalistes, c'est ceux qui sont vraiment pour le rester dans la France et on reste dans un statu quo, voire plus, si on pouvait éliminer, revenir en arrière. Bon, ça c'est un rêve qu'ils peuvent poursuivre. Mais donc je ne suis pas sûr qu'on peut dire que les institutions vont disparaître. Le gouvernement de la Nouvelle... Tous les transferts de compétences qui ont été acquises au cours de ces 30 ans sont absolument consolidés. Je veux dire, le gouvernement local, l'indépendance là se joue autour des compétences régaliennes de l'État, les dernières compétences, la justice, la monnaie, les relations extérieures, l'armée, etc. Et puis l'article 27 avec l'audiovisuel, l'université, et puis le contrôle des communes, provinces, etc. Donc c'est un poste important. Mais je veux dire, tout ne va pas s'effondrer. C'est bon, au mieux, enfin au pire, ou je ne sais pas, selon votre option, on reste dans le statu quo et on continue. Mais ce qui effectivement, à l'issue du troisième référendum, l'accord dit... On remettra les gens autour de la table pour qu'ils négocient. Donc on ne sait pas trop ce qui va être négocié, c'est ça la question. Mais l'État continue. Enfin, je veux dire, le monde continue, la roue continuera à tourner. Mais ça risque d'être dans un... Enfin, si vous voulez, ce que craignent enfin, ça a été dit du côté indépendantiste, c'est que 3 non successifs, c'est-à-dire il y a un clapet qui se ferme, il y a une aspiration qui se ferme. Or,
elle existe et elle est extrêmement, effectivement, pérenne, persistante. On ne voit pas un effondrement de l'idée indépendantiste. Donc elle est là. Et donc, il faudra renégocier un pacte, et c'est ça la question. Donc, du point de vue de Paul Niaoutine, la paix civile sera mieux garantie dans un projet dynamique d'émancipation, parce que ce qui craint, c'est que la paix se fermant, alors là, effectivement, les troubles politiques, sociaux, économiques, tout ce que vous voudrez pourront... puisque le projet se ferme, qu'est-ce que vont faire les gens qui sont derrière le oui ? Ils vont attendre et dire OK, on reprend. La droite propose un énième statut, comme il a été négocié, des énièmes statuts consolidés par la Constitution française, donc elle ne veut plus bouger, mais ça ne porte pas la dynamique du pays. Enfin, puis entre les deux, il y a un nom, on reste dans la France, mais on invente une troisième voie négociée en supprimant le référendum parce que c'est trop par oui ou par non. Bon, enfin, c'est ça qui est compliqué, mais je trouve que il ne faut pas non plus avoir une lecture trop noire, c'est-à-dire que d'abord il y a un pays réel qui existe en Nouvelle-Calédonie et qui est là et qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire il faut aller à Doumbéa, il faut aller à Païta, et je ne parle même pas du nord si vous voulez, je vous parle de Doumbéa, Païta, aller dans des salles de hip-hop et voir tous les jeunes vietnamiens, Kanaks, alors les Kanaks sont très forts, hein, les jeunes Kanaks en hip-hop ils mènent la danse, européens, tout wallisiens, et qui sont plus qu'ensemble. On sent bien qu'il y a une jeunesse. Alors voilà, c'est une jeunesse, comme la France n'est pas un pays de destin commun parfaitement harmonieux, vous l'aurez compris, c'est un pays divers comme nous, quoi, hein, il y a des débats et des contradictions. Mais je veux dire, il y a vraiment un pays réel et qui, lui, a émergé. D'ailleurs, les résultats que je vous donne au référendum, moi, au recensement, pardon, m'interpellent parce que quand vous voyez monter cette catégorie autre, vous vous dites, derrière, il faudrait creuser, hein, j'ai pas eu le temps, mais bon, il y a quelque chose qui peut se jouer, et on a vu les jeunes wallisiens monter un parti qui rompt un peu la fidélité à la droite locale de leurs parents, de leurs grands-parents, parce que ancestralement, même si ça a été difficile, les Wallisiens étaient derrière la droite locale pour des questions de migration. Aujourd'hui, il y a un nouveau parti jeune wallisien qui se positionne autrement, tout en disant qu'il ne prend pas parti dans le référendum. Bon, donc ils sont prudents. Et OK, n'empêche que c'est un signe qu'il y a un monde océanien aussi, local, hein, et wallisien en tout premier lieu, puisque c'est eux, avec beaucoup de familles qui sont intermariées. Hein, il y a aussi ça qu'il ne faut absolument pas négliger, je pense, parce que quand on va là-bas, ce pays, là on le voit, et on le voit évidemment en province nord, avec des jeunes Calédoniens qui, de la génération, et même des vieux d'ailleurs, hein, qui ont énormément changé depuis 30 ans, des gens que moi j'ai rencontrés et interviewés, qui étaient sur les barricades contre les Kanaks en 83, 84, 85, et qui ont complètement changé de discours 20 ans, 30 ans après. Et j'en veux pour preuve un musée du bagne à la fois, qui était très communautaire, et puis Manu, qui dirigeait ce musée, qui dirige toujours ce musée, avait des positions jeunes. Et vous le voyez aujourd'hui, ouvert sur le pays de Chili, montant un musée avec des gens de la foi. La foi, c'était le fief la plus grande révolte dont parlait Alban, 1878. Bon, je veux dire, qui fait un musée partagé, enfin, et qui a un discours, mais qui a radicalement changé. Je veux dire, je ne vois pas la même personne. Bon, ce n'était pas un violent, hein, donc déjà dans les années 90, ce n'était pas un violent. Néanmoins, son monde a changé et il s'est rapproché. Donc, moi, je fais confiance et j'ai un certain optimisme. J'ai moins confiance dans, finalement, je dirais, peut-être les élites, et en particulier de notre côté, par exemple, d'accompagner aussi et de prendre en responsabilité une sortie du colonial qui est aussi notre histoire, quoi. Et comme disait Charles, est-ce que oui ou non, on arrive à proposer quelque chose ? Parce qu'avec ou sans la France, on est dans le coup, hein. Enfin, on ne peut pas se laver les mains, dire au revoir. On pourrait, hein, si le Covid aggrave tout, on fermera tous les voyages, terminés. Bon là, le destin commun sera obligé, faute de transport. Donc là, ça voilà. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu long. Non. Bien, du coup, voilà, on va passer la parole au public. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui...
Moi, j'ai juste découvert des chiffres du recensement et je me rends compte que ça concerne 250 000 personnes, c'est-à-dire la moitié de Toulouse. Et du coup, je suis un peu stupéfaite. Un pays, on voit bien à Toulouse qu'il y a aussi des communautés, des diversités, des cultures qui s'affrontent. Mais il me semble que 250 000 personnes perdues dans l'océan, c'est tout petit. Donc comment on peut construire quelque chose pas des nouveaux, puisque ça vient depuis très longtemps. Donc ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième, toujours sur les chiffres, c'est de se rendre compte que les Kanaks, donc, qui sont la racine de cette histoire, sont à égalité en proportion des autres. Donc là aussi, c'est l'histoire de qui, c'est l'histoire de quoi. Voilà, c'est tout. C'était une observation, c'est pas forcément des questions. Peut-être qu'on peut prendre plusieurs questions. Ouais, plusieurs questions pour éviter le transport du Covid par micro. Non, c'est pas ça. Je voudrais juste, sur le small is beautiful, déjà, premièrement, si vous dites aux Corses qui sont vraiment ridicules et qu'on en a marre, et que, Toulouse, c'est continental, hein, donc l'histoire n'est pas comparable, c'est des îles. Donc le petit a le droit aussi d'exister. Non mais parce que ça c'est une vision continentale. Non mais attendez, vous êtes la moitié de Toulouse, donc écoutez, ça va pas. Le raisonnement va pas. Mais je reporte ça sur la Corse. Hein, ils apprécieraient moyen. Et vous savez comme ils sont résilients aussi au niveau de la culture. Et effectivement, là, le problème que ça peut, l'imaginaire politique qu'on pourrait imaginer avec ça, c'est l'idée, il me semble, d'inscrire ça dans des partenariats autres qu'un nationalisme très étroit et binaire tel qu'on l'a inventé dans les années 60, parce que c'était la période, et qu'on peut imaginer que le fait d'être peu nombreux ou d'être une île crée par exemple en matière d'armée ou de, je sais pas, de choses, autre chose. Et Charles m'invitait à juste vous signaler, mais les îles Cook, par exemple, qui sont toutes petites aussi, Samoa est indépendant, les îles Cook sont indépendantes, Fidji est indépendante, toutes les îles du Pacifique sont indépendantes, et simplement, certaines ont tissé des liens de partenariat très forts, et les jeunes en particulier continuent à aller étudier, évidemment, qui en Nouvelle-Zélande, etc. Donc, vous voyez, c'est juste l'imaginaire politique. Mais évidemment, en Calédonie, vous avez l'impression c'est tellement compliqué qu'on a l'impression qu'il y a 10 millions de personnes, effectivement. Parce qu'il y a des millions de voix, en fait. Oui, il y a juste la 3e réserve de nickel au monde. Ça aide. Ça aide. Sur la petitesse, ça peut être une chance aussi, parce que c'est un gros village, la Calédonie, effectivement, vous avez raison, c'est plusieurs arrondissements de Toulouse. On a été à l'école ensemble, on joue au foot ensemble, on travaille ensemble, on a des activités ensemble, on se marie ensemble. Ça peut être une chance aussi pour inventer quelque chose qui n'est pas possible quand on essaie de créer ces liens avec plusieurs millions de personnes. Et je pense que ça, faut vraiment le prendre. Moi, je le prends vraiment comme une chance possible, parce que ce qui s'est produit pendant ces 30 ans des accords, c'est aussi la mise en valeur en fait de tout ce qu'on pouvait faire ensemble. Et là, il y a un vrai tissu quand même. Et la crainte que moi j'ai, c'est que ces questions qui repolarisent. Et qui, c'est vrai, par moments nous renvoie 30 ans en arrière, que ça finisse par fissurer, en fait, ce qui a été construit pendant 30 ans. Mais je pense que ce sera assez fort. J'espère, en tout cas, que ce sera assez fort pour continuer à faire des choses ensemble. Je vais poser une question à Emmanuel. Toi, maintenant, tu es en France, à la tête du musée du Quai Branly Jacques Chirac, et d'une certaine manière, c'est une sorte de revanche, c'est-à-dire c'est une sorte le monde kanak
se trouve à la tête, par ton intermédiaire, mais je pense aussi à Wallace Cotra, qui a dirigé France O et RFO pendant longtemps. Le monde kanak se trouve apporter quelque chose à la civilisation française. Comment tu vis ce projet, quoi? Il ne s'agit pas de... Bon, tu viens de commencer, mais que c'est quand même un retournement de situation extraordinaire, que finalement cette civilisation kanak qui a beaucoup œuvré pour être reconnue, eh bien, elle nous envoie des cadres qui viennent contribuer à la reconnaissance par la France de toutes les cultures du monde. Donc là, il y a quelque chose comme une sorte de recolonisation ou de revanche sur la colonisation plutôt qui est prise par le monde kanak. Et tu sais sûrement, enfin, quand tu as été nommé, enfin, j'ai reçu une quantité de messages de fierté. Les gens m'ont dit, nous sommes extrêmement fiers. Et c'était des gens du fin fond des tribus, des indépendantistes bien forgés, assis à côté de leur maniant, et ils ont ressenti ça comme un sentiment de fierté, c'est-à-dire l'idée qu'ils apportaient quelque chose au monde français par ta nomination. Et là, il y a quelque chose d'intéressant dans le sens de ce que tu viens de dire, mais qui se passe en France. C'est-à-dire c'est le poids de cet héritage qui finalement arrive à s'imposer en France. Et c'était vraiment l'idée de Jean-Marie Tjibaou. Hein, c'est-à-dire, et il avait réussi en partie, avec les élites d'État de droite et de gauche, il avait réussi à séduire ces élites et à les convaincre que les Kanaks avaient quelque chose d'autre à dire sur le monde que ce que les Européens continuent à dire avec leur philosophie, etc. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement original qui se joue. Bon, on verra aux actes, on pourra juger aux actes. Mais c'est vrai que moi j'étais très, très heureux en fait de recevoir des messages à la fois du monde kanak, du monde calédonien, des Tuamotu, des Marquises. Chacun se sentait un peu avoir sa place là. Et j'en suis très heureux. C'est vrai ce que tu dis. Enfin, pour moi, c'est inattendu parce que j'ai pas calculé en fait. J'ai fait les choses parce que je croyais qu'il fallait les faire et je me disais que si on pensait qu'on pouvait les faire, il faut les faire. Même quand les situations sont complètement bouchées, comme quand j'ai commencé au musée. Et le Centre Tjibaou, quand on a travaillé sur le Centre Tjibaou, on n'était pas sûr non plus avec Octave qu'un jour il y aurait une inauguration du Centre Tjibaou. Hein, c'était quand même à dire. Donc c'est un parcours qui est pas fléché, mais que c'est vrai que pour moi c'est quand même la suite de ce qu'a tracé Tjibaou finalement. Parce que quand il disait que les Kanaks c'est une petite culture, mais que son inspiration c'était de participer au banquet des nations. J'ai plus son banquet des cultures. Je sais plus sa citation exacte, mais c'est exactement ça en fait, c'est de dire qu'il y a aussi un message, il y a quelque chose dont on est porteur, et qui n'est pas forcément quelque chose de figé d'ailleurs, qui est peut-être simplement une manière de voir, une manière de faire, une manière de sentir, une manière de parler, une manière d'écouter, qui peut avoir un effet, qui peut avoir en dehors en fait, de la sphère kanak et calédonienne. Donc oui, moi je le trace, je le situe en tout cas dans cette filiation là. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé tout à l'heure de Jean-Marie Tjibaou, même si je l'ai connu, mais j'ai jamais vraiment travaillé avec lui. J'ai surtout travaillé avec Octave, avec Marie-Claude Tjibaou et avec des gens qui avaient travaillé avec lui. Mais j'ai toujours senti son message qui est porté aujourd'hui par Emmanuel Tjibaou, qui est porté par d'autres aussi, comme quelque chose qu'il fallait suivre, même si on ne voit pas tout à fait le bout du chemin, mais on voit qu'il y a de la lumière au bout. Bonsoir. Je voudrais savoir, selon vous tous et selon Emmanuel, si ce grand mouvement de reconnaissance culturelle donc, qui a été lancé par Jean-Marie et qui a été un merveilleux vecteur pour porter les revendications kanak, est-ce qu'aujourd'hui il est toujours aussi puissant ou se mélange-t-il aussi à cette culture forcément mondialisée qui a atteint l'île, qui est beaucoup plus ouverte de tout point de vue, les gens sortent plus facilement et tous les médias évidemment sont aussi accessibles depuis l'île. Et est-ce que, une question derrière, est-ce qu'on pourrait arriver
dans ce pays à une nouvelle culture, avec évidemment les éléments culturels kanaks très forts, mais aussi intégrer les autres éléments et aller vers quelque chose qui pourrait peut-être ressembler à ce qu'on peut voir en Nouvelle-Zélande, peut-être pour une partie de la population, et par là s'unir réellement dans un futur qui restera tracé institutionnellement. Moi, je crois qu'on peut construire en étant différent. On n'a pas besoin de se fondre. Et je pense que la culture kanak, elle reste toujours très vivante et très forte. Il y a des jeunes générations qui sont là. Ils voient les choses de manière peut-être différente de quelqu'un de ma génération, mais ils portent quelque chose et dans lequel je me reconnais. Je pense que la culture, elle est évidemment pas figée. Hein, pour Chibaou disait, notre identité, elle est devant nous. C'est bien l'idée que c'est qu'on est dans une dynamique. Une culture, c'est une dynamique qui a des valeurs, qui est porteuse d'une certaine vision de la relation des humains les uns avec les autres, de leur vision, de leur position dans le cosmos. Enfin, c'est toute cette série de valeurs qui, chez nous, s'expriment de manière très différente, en 28 langues différentes. Mais ça reste un. Moi, je ne pense pas que la Calédonie ait nécessairement besoin d'une seule culture. Par contre, elle peut être une composition de cultures différentes. Mais la condition, c'est quand même que la culture kanak soit celle qui accueille. Parce que c'est celle qui était là. Et c'est celle qui a besoin d'accueillir les autres pour que ça fasse sens. Et après ça, c'est telle qu'elle est vécue, la culture de mon père, ma culture à moi, celle de mon fils qui vit maintenant au Japon. Et celle de ma petite fille, je ne sais pas ce qu'elle sera. Mais c'est cette dynamique en fait qu'on porte. Donc je pense qu'on peut construire un vivre ensemble en étant porteurs chacun d'une langue différente, à condition qu'on ait une langue commune ensemble. On est porteurs de visions différentes, à condition qu'on ait certains éléments en commun. Moi je vois la Calédonie comme ça parce que pour l'instant ce que nous donnent les résultats des référendums, c'est que c'est toujours 2 pays au moins. Il y a un pays kanak et puis il y a d'autres pays qui se sont superposés dessus. Et je pense que la culture kanak, elle a résisté à quand même, Isabelle le rappelait, un rouleau compresseur. Elle a trouvé plein de subterfuges pour, un peu comme les mouvements d'arts martiaux. On utilise l'énergie pour la renvoyer. Il y a plein de processus de ce type-là dans la culture kanak, moi je trouve. Donc elle est forte, elle ne va pas s'éteindre demain matin. Hein. La voix ne va pas s'éteindre, elle va continuer à s'exprimer de nouvelles façons. Donc voilà, moi je pense que la Calédonie c'est un pays pluriel. Et c'est parce que c'est pluriel qu'il y a des dynamiques importantes, qu'il y a des potentialités. Que chacun qui vient avec son histoire, qui est enraciné quelque part en Indonésie, quelque part à Futuna, quelque part à Tahiti. C'est ça qui fait aussi la force de la Calédonie dans un ensemble ilien qui est assez, à la différence excepté la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, mais les petites îles du Pacifique, elles sont plutôt, elles ressemblent à la Calédonie kanak en fait. Et là, on a la chance d'avoir aussi un cocktail beaucoup plus large. Je pense que c'est ça une des forces de la Calédonie. Donc il ne faut surtout pas casser cette potentialité-là. Et il faut laisser s'exprimer aussi les gens qui font les ponts, les gens qui tracent les liens, qui vont, qui viennent. C'est ça qui fait la dynamique d'une société par une culture ouverte, mais enracinée. Oui. Moi, je dirais... c'est la moindre des choses de la part de la France d'avoir nommé Emmanuel Casarero. Parce que les Kanaks ont payé le prix fort, il me semble, dans l'histoire. Dans les révoltes, ils ont perdu beaucoup. Et en plus, ce que vient de dire Emmanuel Casarero, c'est justement que probablement c'est nous qui avons le plus à gagner de leur donner cette place. Parce que pour avoir côtoyé un petit peu cette culture,
c'est une culture qui se présente avec beaucoup d'humilité. Par exemple, la notion de respect est une notion clé chez les Kanaks, c'est-à-dire on écoute d'abord. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas s'il reste des questions. Quoi qu'il en soit, on va rester un petit peu de toute manière dans les lieux. Donc s'il y a des personnes qui veulent... Moi, voilà. Charles, je voudrais juste dire quelque chose, peut-être de casser un petit consensus. Je pense, moi, que la solution vient du politique. Que c'est la construction d'un pays, d'une émancipation par rapport à un cadre politique de domination quand même, de force implicite, si vous voulez, qui quand même peut présenter une solution, c'est-à-dire un projet politique qui fasse adhérer un certain nombre de gens en pensant qu'il y a un avenir en commun dans une citoyenneté locale. Je pense que la solution calédonienne, elle doit passer par un cadre, une nouvelle citoyenneté avec un pacte politique renouvelé et non pas ce pacte qui est épuisé et qui porte les séquelles du passé. Ça, c'est là le problème, c'est qu'il est l'idée de le laisser perdurer sans renouvellement profond, hein, dont l'idée n'est pas de rompre les liens, mais de les reconsidérer, et qui est une véritable émancipation décolonisatrice par une prise en charge du pays, y compris des responsabilités et d'une construction, enfin voilà, parce que c'est un pays, on n'est pas en France, c'est un pays avec coupé des dépendances. Donc j'aurais une lecture, je crains moins, j'aurais moins une lecture fondée sur la culture que sur le politique, l'économique, le social, et c'est là-dedans où je vois que il y a une adhésion possible aussi à une jeunesse calédonienne qui va penser que dans cet espace-là, elle a une chance de ralliement plutôt que de rester sur cette idée de la France dont beaucoup sont complètement étrangers. Hein. Ils le disent eux-mêmes, hein. Ils viennent en France et c'est pas chez eux ici. Et évidemment, c'est pas chez eux. Et quand nous, on va là-bas, et je suis métropolitaine, donc j'en ai une conscience aiguë, quoi. J'ai jamais pensé une minute que j'étais en France, là-bas. Ou alors, le cocotier, c'est notre biotope. Non, mais bon, attendez, il y a Maldon quand même. Hein. Je veux bien qu'il y ait une diversité des plantes en France, mais bon, je passe jusqu'au cocotier. Ou alors la France, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai plus, je pense qu'il y a un vrai travail qui est en cours aussi, qui a été porté par... le mouvement indépendantiste, parce qu'il faut rappeler qu'il a été le levier de la transformation dans la lutte quand même. Il faut le rappeler. Enfin, s'ils n'avaient pas été là, on serait resté en les uns. Il y a des intérêts bien compris qui font qu'on ne bouge pas. Donc c'est comme les acquis sociaux. Hein. Ça n'a pas été donné. Hein. Il ne faut quand même pas relire l'histoire. Hein. C'est le fruit de combats, etc. Et que là, il y a un projet politique qui peine aussi, mais qui gagne. Mais c'est difficile de ralliement à un projet commun. Et je pense que pour la jeunesse locale, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est cette réforme du cadre politique. Alors après, on peut imaginer plein de formules, hein. Et on serait en droit de penser qu'on est en 2020, on n'est plus en 1960, donc il n'y a pas deux formules, c'est-à-dire indépendant et plus de binationalité et on coupe et on ferme, ou on reste dans la France. Enfin, je veux dire, c'est incroyable que la France, vu son histoire, ne soit pas aussi porteuse de solutions institutionnelles innovantes, parce qu'en vrai, c'est vrai que le pays continue derrière, mais il a besoin d'une solution institutionnelle ou d'un élan de ce côté-là, à mon avis. Hein. Bien, écoutez, merci beaucoup, puis on vous attend. Merci.